Tout le monde rêve de devenir athlète. Être payé pour sa passion, l'excitation de la compétition, la foule qui t'applaudit chaque week-end. Mais c'est ça la vraie vie d'athlète? Quand tu te penches dessus, tu te rends compte que finalement la compétition ne représente que 5% de cette vie-là. Du coup, qu'est-ce qui se passe les 95% restants? Rien. Eh ben non, il ne s'agit pas justement d'entraînements qui s'enchaînent, il y a beaucoup plus que ça. Pourtant, quand tu discutes avec les gens, tout le monde semble savoir comment faire pour réussir. Et quand ça ne va pas, il faut s'entraîner plus. Il aurait fallu faire la passe ici, tirer là. Ou ma remarque préférée, même moi j'aurais mis ce but. Alors que quand tu te confrontes aux exigences du haut niveau, toi, tu sais pourquoi très peu de personnes y arrivent. Même si j'avoue, il m'a fallu aller à plus de 2000 km de chez moi, me manger le Covid en pleine face pour le réaliser. Parce que oui, chaque saison, il y a des nouvelles joueuses bourrées de talent, des futures pépites sur qui on compte pour exploser dans le futur, mais le talent, c'est le dernier muscle qu'un athlète a besoin de développer. Et il y en a un autre bien plus important. Un muscle qui nous concerne tous, peu importe nos projets et nos rêves, c'est le mindset. Yeah, I speak English sometimes. Ceux qui pensent pouvoir y arriver disent toujours « si j'étais sûr de réussir, je ferais les sacrifices et je me donnerais à 200%. » Mais justement, c'est parce qu'il n'y a rien de sûr que c'est difficile de faire les sacrifices. Continuer à te dépasser aux entraînements alors que tu n'as pas de temps de jeu le week-end. Aller vivre loin de ta famille étant jeune, des rêves plein la tête sans aucune garantie d'être gardé jusqu'à décrocher un contrat professionnel. Cette jeune fille ne le savait absolument pas. Salut, moi c'est Sabrina Zaza-Yozil, handballeuse professionnelle depuis plus de 10 ans et dans cette vidéo je t'emmène à la période de la saison où des pensées meurtrières traversent ton esprit tous les jours, la préparation physique estivale. Je vais te montrer chaque étape en détail de ce processus ultra important qui nous transforme de vacancières qui bronzaient à des athlètes d'élite, prêtes à aller conquérir l'Europe. D'ailleurs, si t'as pas vu le vlog de notre qualification en Coupe d'Europe, je t'invite à cliquer juste ici pour te remettre dans l'ambiance avant de transpirer avec moi dans cette vidéo. Allez, mets tes lunettes, prends ton maillot de bain, direction les vacances. Enfin, la saison est terminée, il est l'heure de recharger les batteries et cette année, c'était direction la Turquie avec mon mari. Une grande première pour moi, j'avais vraiment hâte de visiter ce pays, surtout qu'on avait un programme aux petits oignons. Et il est essentiel de faire une vraie coupure, autant pour le corps que pour la tête. Mais entre nous, j'ai pas trop respecté ça cette année. Le truc quand t'es athlète, c'est que tu dois reprendre la préparation physique individuelle pendant tes vacances. Et oui, quand t'es professionnel, à côté de la crème solaire et la serviette de plage, tu dois garder une place pour le cardio et les baskets. Généralement, on a une séance de course à pied, une séance de renforcement et une séance d'une activité de notre choix. Et attention, bronzette ça compte pas. Honnêtement, ça reste chiant de s'entraîner alors que t'es en vacances, surtout loin de chez toi, mais ça reste super important et surtout obligatoire pour ne pas prendre de retard et arriver prête à la reprise. Et pour savoir où tu vas, il faut savoir d'où tu viens. Et quoi de mieux que des tests physiques pour ça? Mais avant ça, il y a la petite réunion de rentrée des classes où tu retrouves tes copines et découvres les nouvelles coéquipières. Le staff technique est là aussi pour présenter le programme de la préparation, le stage de cohésion et les matchs amicaux à venir. Mais là les amis, fini les sourires, fini le blabla, c'est l'heure de la guerre. Test kiné, Cybex, bip bip, tout y passe. Un vrai contrôle technique de fond en comble et autant te dire qu'à 30 ans, ça commence à grincer pour moi. Ces tests aident le staff à individualiser nos entraînements pour qu'on ait les meilleurs résultats. C'est aussi l'occasion parfaite pour tester ce qu'il y a là-dedans. Et les tests muscu et VMA sont les meilleurs pour voir ce que tu as dans le ventre. Ou les pires, j'hésite. Pour faire simple, il y a plusieurs familles de tests. Les tests axés performance qui sont là pour mesurer ton explosivité, ta force et ton endurance. Les tests kinés qui eux sont là pour évaluer la mobilité, la souplesse afin d'anticiper les risques de blessures. Oh la crampe! Oh la crampe! Et pour finir, les tests médicaux bien évidemment qui t'autorisent à commencer la saison. Maintenant, passons aux choses sérieuses. C'est l'heure de s'entraîner. Et là ça y va, musculation, handball, spé au poste, piste d'athlée, impossible d'échapper à quoi que ce soit. C'est parti pour un marathon qui va durer 1 mois et demi. Et je t'explique même pas les courbatures qui vont avec. Ça fait 10 ans que je fais des prépas, 10 ans que je découvre des nouveaux muscles à chaque fois et 10 ans que je maudis le prépa physique. Mais en vrai, c'est pour notre bien parce qu'il faut absolument que notre corps puisse encaisser la saison, surtout lorsqu'on est européenne. Il va nous arriver d'enchaîner des semaines avec 2 matchs par semaine, plus les déplacements. Mais honnêtement, c'est mes semaines préférées parce que tu passes ton temps à jouer. Mais avoir fait une bonne prépa,
ça suffit pas. Pour tenir toute la saison et être loin des petits pépins, surtout sur le long terme, tu dois absolument avoir une bonne hygiène de vie. Durant cette période, le but est de monter la charge de travail progressivement. Bon, tu connais l'histoire, il faut bien manger, bien dormir, tout ça. Mais franchement, c'est trop important. J'ai toujours fait attention depuis le début de ma carrière, mais c'était loin d'être optimal jusqu'à ma première expérience à l'étranger. Ma saison en Hongrie, ou plutôt demi-saison, merci le Covid, m'a vraiment fait passer un cap. À l'étranger, si t'as 500 grammes en trop sur la balance, sur le banc. Pas de pitié là-bas, hein, ni de la part du coach, ni des autres joueuses. Mais honnêtement, et entre nous, ce qui m'a fait passer un cap, c'est mon pouvoir d'achat. J'avais enfin les moyens de manger des produits de qualité, ce qui n'était pas forcément le cas à Toulon lors de mon premier contrat pro. Concrètement, j'avais de l'argent quoi. Quand t'es plus jeune, comme ton corps peut un petit peu compenser, tu te reposes là-dessus. Mais plus le temps passe, plus tu te rends compte à quel point c'est crucial pour performer. Et c'est pas le genre de choses où tu manges et hop, tu vois les effets directement. C'est un travail de longue haleine, mais qui paye à coup sûr à l'arrivée. Attention, hein, je suis pas en train de te dire qu'il faut plus te faire plaisir. Non, c'est une question d'équilibre et de priorité. Cet été, par exemple, je me suis fait plaisir lors de mon voyage en Turquie, mais je m'étais fait la promesse de limiter un maximum les boissons sucrées. Ce truc-là, c'est un vrai poison. Et évidemment, un autre pilier indispensable, c'est le sommeil. Moi, c'est un truc facile pour moi. Je suis une vraie marmotte. Avec les déplacements, j'ai pris l'habitude, je peux m'endormir n'importe où en quelques secondes. Genre un claquement de doigts, hop, je dors. Mais le sommeil du soir, c'est le plus important. C'est minimum 7 heures par nuit, si ce n'est pas plus, et couché et réveillé à des heures régulières. Dis-toi que si tu dors moins de 7 heures, tu multiplies quasiment par 2 ton risque de blessure. Et c'est juste énorme. Évidemment, une petite sieste de temps en temps, on dit pas non. Là, tu as les piliers les plus importants de ton hygiène de vie. Le reste, c'est efficace, ça marche très bien, mais il n'y a aucun complément alimentaire ni aucune machine de récupération qui peut compenser ces deux-là. Maintenant que toute la partie entraînement est ok, passons à la partie girly. Chaque année, il y a des nouvelles joueuses dans le collectif et la vie de groupe, c'est tout aussi important que l'aspect technique et tactique. Tu vois tes coéquipières beaucoup plus que ta propre famille. C'est sur elles que tu t'appuies lorsque les matchs sont compliqués et c'est avec elles que tu vas partir à la guerre. S'il n'y a pas de cohésion et une âme d'équipe, la saison peut très vite devenir longue et les résultats risquent d'en pâtir. Attention, je suis pas en train de te dire qu'il faut être meilleur ami avec tout le monde, car naturellement, il y a des atomes crochus plus ou moins forts avec certaines. Mais le plus important, ça reste le respect et la confiance. Et ça se travaille exactement comme le physique. Depuis mon retour à l'ESBF, ça fait quelques années qu'on nous emmène faire un stage militaire à chaque début de saison. Et je crois que le staff, ils ont pris au pied de la lettre quand j'ai dit qu'il fallait partir à la guerre. Du coup, je sais pas à quel moment ils se sont dit que marcher 25 km la nuit, sans dormir, avec très peu d'eau, ça allait créer une cohésion. Et ben vous savez quoi? Bingo! On était toutes unies pour tuer celui qui a eu cette idée-là. Plus sérieusement, ce genre de moment est important et refaire d'autres événements dans la saison est essentiel pour alimenter ce lien. Parfois, une simple raclette, une soirée karaoké ou célébrer ensemble la fête nationale norvégienne est amplement suffisant. Et aujourd'hui, à 30 ans, je peux te dire que ce qui compte, c'est pas l'activité, mais l'implication sincère que chacune va mettre qui va créer une belle énergie d'équipe. Voilà, tu sais maintenant à quoi ressemble le quotidien d'une athlète en prépa estivale. Entre toi et moi, est-ce que tu avais conscience de tout ça? J'espère qu'avec cette vidéo, tu réalises tous les sacrifices, le travail et l'abnégation qu'ont les athlètes pour être sur le terrain toute la saison. Il n'y a aucun métier où tu vas aimer 100% de ce que tu fais. Il y aura toujours des facettes plus ou moins agréables. Et pour vivre ce rêve d'athlète, il faut passer par là. Alors j'espère aussi que cette vidéo te donnera envie de te dépasser encore plus, même quand ça sera dur et que tu auras envie d'abandonner. Car on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs. Et je peux te garantir que tu seras encore plus fier de toi quand tu auras atteint les objectifs que tu t'étais fixés grâce à la sueur de ton front et à ton mindset d'acier. D'ailleurs, si tu as n'importe quelle question sur la préparation physique, n'hésite pas à laisser un commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Évidemment, pour faire plaisir, tu peux liker et t'abonner à la chaîne. J'ai un invité surprise à te présenter. Bon visionnage! Les amis, mon invité surprise, Charles alias Carlito, comme on l'appelle dans l'équipe. Vas-y Charles, je t'en prie, présente-toi. Bonjour à tous, donc moi c'est Charles, je suis préparateur physique dans le handball professionnel depuis 7 ans. Avant j'ai aussi été préparateur physique plutôt stagiaire déjà dans le handball. Donc on va dire que ça fait une dizaine d'années que je gravite dans ce milieu-là. J'ai 28 ans, bientôt 29. Je suis plus vieille que toi. Ouais. Ah ouais, t'es une des rares plus vieilles. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Du coup,
Pourquoi tu as choisi la préparation physique? J'ai toujours été sportif, j'ai beaucoup pratiqué sport collectif, sport de raquette quand j'étais jeune, foot, tennis. Après je me suis mis un petit peu à la fin de l'adolescence à tout ce qui était musculation, haltérophilie, crossfit et en fait c'est venu un peu de ça. Je suis allé en STAPS un peu par défaut au départ. J'ai trouvé une vocation dans la prépa physique via ma première année de STAPS et je m'y suis spécialisé dès la deuxième année. C'est venu un petit peu naturellement lié à mon passé personnel. Ouais, pour le coup, vraiment vocation parce que, enfin, moi, pour le coup, comme je vous l'ai dit, j'ai fait pas mal de clubs et sincèrement, t'es l'un des meilleurs prépas physiques que j'ai eu. Je te dis pas vraiment parce que t'es à côté de moi, mais vraiment. Genre l'année dernière, quand j'ai voulu signer mon contrat, j'ai dit à Under, Charles, t'as pesé la balance parce que toi-même, tu sais, tu m'as sauvé mon genou. L'occasion aussi de te remercier pour le travail que tu fais parce que t'as un peu l'homme de l'ombre. C'est vrai que les préparateurs physiques, on les voit rarement sous les projecteurs, c'est souvent les joueuses ou le staff. Les préparateurs physiques, comme vous l'avez vu un peu dans la vidéo, ils font tout le travail en amont. Tout ce que vous voyez le week-end, c'est un peu grâce à eux. À l'occasion aussi de mettre un peu en avant ton travail et te remercier. C'est gentil. Comme je te l'ai dit, il y a quelques personnes en story Instagram qui ont voulu te poser des questions. Il y a Patricia qui a demandé les spécificités de la préparation physique pour les femmes versus les hommes. Parce que toi, comme tu l'as dit, tu es préparateur physique à l'ESBF chez les filles et au GBDH chez les garçons. Du coup, toi, quand tu planifies ta préparation, qu'est-ce qui te différencie les hommes des femmes? Déjà, il y a un truc qui est important à avoir en tête, c'est que quand on parle de handball féminin et de handball masculin, c'est la même discipline. Les règles sont les mêmes, la dimension du terrain est la même. Tout ce qui caractérise le handball, c'est la même chose. Pour moi, il y a déjà des similitudes dans la préparation physique des handballeurs et des handballeuses. Après, il y a des choses importantes à avoir en tête, c'est que, par exemple, les besoins sur les qualités physiques sont pas forcément les mêmes chez les filles que chez les garçons. Si je prends l'exemple chez les garçons, on a des profils forcément d'un point de vue morphologique, un petit peu plus lourd, un petit peu plus grand. Donc, ils prennent beaucoup plus de place sur le terrain. Ça veut dire qu'ils ont besoin de développer des qualités d'explosivité, de puissance vraiment importantes pour gagner des duels, par exemple. Ils ont aussi besoin, par rapport au contact, peut-être d'un peu plus de force et de volume musculaire que les filles. Mais par exemple, si on prend cette qualité de force, elle est très importante chez les filles pour une autre raison. C'est que la morphologie, les problématiques aussi, on va dire, anatomiques des filles font qu'elles peuvent être un peu plus soumises au risque de blessure et que du coup, tout ce travail de force va permettre d'éviter l'apparition de certaines blessures chez les filles. Je pense par exemple à une blessure qu'on veut tous éviter, la rupture des ligaments croisés du genou. Avoir un travail de renforcement adapté sur le membre inférieur, ça peut permettre d'éviter ça. Pour moi, en fait, je distingue pas forcément tout le temps la manière de travailler entre filles et garçons. Ça va être plutôt lié à la planification. C'est-à-dire que voilà, on a des objectifs dans la saison. L'organisation des calendriers est pas du tout la même entre filles et garçons. À un moment donné, les garçons vont faire de la force, les filles aussi. Les garçons vont faire de l'hypertrophie, les filles peut-être un peu moins. Parce qu'en plus, ça peut leur faire un peu peur parfois. Mais c'est aussi nécessaire pour se protéger des contacts. Mais voilà, les qualités sont les mêmes. Et en fait, on va dire que les contenus diffèrent en fonction des petites spécificités que je viens d'évoquer et surtout en fonction de la planification annuelle pour que nous, on puisse avoir les joueurs et les joueuses le plus performant possible sur le terrain en fonction des matchs. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, ça fait 5 ans qu'on travaille ensemble et moi je l'ai vu, visiblement mon corps il a totalement changé, j'ai pris de la masse musculaire, j'ai perdu de la masse grasse, je suis beaucoup plus explosif, mes tests de force, mes tests d'explos ils ont amélioré. Donc comme quoi, même à mon âge, on peut toujours s'améliorer, surtout dans les domaines de la préparation physique. Tu as un minimum d'ambition et que tu veux faire du haut niveau, voire du très très haut niveau, tu es obligé de cocher la case musculation, préparation physique dans ton calendrier. Et comme je vous le disais, le talent, ça fait pas tout. À un moment donné, il va falloir mettre les ingrédients pour passer des steps au fur et à mesure de votre carrière. J'ai Charlotte Le Petit, qui est prépa physique à Stella Saint-Maur, que je connais, qui était avec moi au pôle, qui m'a posé la question: comment tu sensibilises tes athlètes à l'entraînement invisible? Dans la vidéo, moi, j'ai parlé de l'importance de l'hygiène de vie. Comment tu sensibilises? Voilà, je sais que ça, toi, c'est quelque chose qui est important pour toi. Donc, comment tu fais, toi, pour sensibiliser tes joueurs et joueuses? Là, on parle vraiment d'un entraînement beaucoup plus individuel. Le travail de préparation physique, il est individualisé, mais on va dire qu'on le fait collectivement. Là, c'est quelque chose qui est fait par les joueuses individuellement, beaucoup en dehors du terrain et même de la salle dans laquelle on évolue. Moi, on essaie de sensibiliser les joueuses via le centre de formation. On a la chance au club d'avoir un centre de formation. Ouais, elles ont des actions autour de sensibiliser à la récup, à la nutrition, ces choses-là. Donc elles sont sensibilisées. Je fais un peu par l'exemple de ce que peuvent faire par exemple les plus anciennes dans un club. Et nous après on propose des stratégies de récupération aux joueuses. Si je prends la récupération, elles ont à disposition de quoi faire des bains froids dans le vestiaire. Elles se gèrent plutôt bien en autonomie sur les glaçons, refroidir les bains froids, etc. Moi s'il y a besoin, je peux très bien leur donner un protocole précis, mais franchement là-dessus elles sont assez autonomes. On travaille aussi avec une entité qui est le COPS à Besançon, qui nous permet d'avoir de la cryothérapie corps entier.
lendemain de match, tu valides Zaza et je pense Ouais, que... ça c'est moi. Bah après ça aussi c'est les sensibilités de chacune. Il y en a elles préfèrent les bains froids, d'autres la cryo. Moi je sais que ça me fait du bien. Ouais, la cryo on l'utilise en lendemain de match, mais on l'utilise aussi à certains moments quand les filles ont besoin, il y a une grosse fatigue, il y a une problématique de sommeil, voilà, elle peut être utilisée. On a aussi un sauna au Palais des Sports, on est plutôt bien lotis en termes de récup. Puis après sur tout ce qui est entraînement invisible, plutôt lié à hygiène de vie, pareil, on peut se permettre de donner des conseils. Il y a beaucoup de médecins là-dessus qui interviennent, qui donnent des supplémentations en fonction des carences qu'il va avoir vues, etc. Mais globalement, c'est vrai que c'est beaucoup plus à la responsabilité de la joueuse, voilà, de se faire à manger correctement, etc. Et c'est des choses qui sont peut-être un peu plus difficilement contrôlables. La récupération, on la contrôle. L'aspect nutrition, sommeil, on le sensibilise plus qu'on ne le contrôle au final. Ouais. Et j'ai une dernière question de la part de Marine. Comment toi, en tant qu'homme, tu gères la prépa physique pendant les périodes de règles? Je sais que toi, c'est quelque chose où tu es assez sensible avec l'application Pervbook. Je sais évidemment que c'est difficile. Tu peux pas dire une fille, elle s'entraîne pas à cause de ses menstruations. Mais est-ce que toi, tu le prends en compte pendant la planification? Déjà, en tant qu'homme, je pense qu'il faut réussir à casser un peu le tabou de l'aspect cycle menstruel. Les joueuses, elles ont conscience que si on leur demande, c'est pour leur bien. Après, moi, je sais qu'il y a quelques années, notamment là ça s'est fait un peu de manière automatique, mais il y a quelques années j'obligeais pas la réponse à la question. Comme ça évitait que voilà, la joueuse qui veut pas répondre, notamment chez les plus jeunes, elle répond pas, comme ça au moins voilà, on traite pas ce sujet qui peut être tabou pour la joueuse. Mais honnêtement maintenant en fait c'est devenu tellement un truc automatique que tout le monde y répond avec franchise. Après comme tu as dit, on a avec le centre de formation 20 joueuses à gérer, donc on peut pas adapter les contenus, notamment les qualités physiques travaillées en fonction du cycle de chacune. C'est ce qui se fait dans les sports individuels, nous honnêtement c'est impossible. En plus on a les échéances compétitives régulières, donc c'est impossible. Même moi, en tant qu'athlète, il faut prendre conscience que l'entraîneur, quand il fait sa séance, il prend en compte 14 joueuses. Si tu commences à en enlever une ou deux, tu as tout le contenu de la séance qui est à remettre en question et c'est très difficile de performer dans ces conditions-là. Après, moi, je sais que très souvent, les années passent et mon premier jour de règle, j'ai de plus en plus mal mon premier jour. Ce que je fais, c'est que je vais parler au coach ou je vais parler à Charles. Je dis, écoute, aujourd'hui, voilà, c'est mon premier jour, je vais peut-être mettre un peu moins lourd que ce qui est annoncé. Et c'est vraiment un échange qu'il faut avoir entre le staff et les joueuses. Donc déconstruire ce tabou-là, comme tu l'as dit, et vraiment pas hésiter à vous en tant que joueuse à le dire à votre entraîneur, parce que si ce jour-là vous sautez pas, par exemple il y a Estelle Nzemiko qui avait dit que le jour de ses premiers jours de règles, elle se concentrait par exemple plus à faire son tir en costal ou à travailler un peu plus la technique plutôt que de forcer sur le physique parce qu'elle savait que ce jour-là elle était un peu moins bien. Ouais je te rejoins, moi je pense que c'est difficile d'adapter. On est à 2 jours du match, t'as ton premier jour de règles, ça peut être compliqué pour l'entraîneur d'adapter sa séance s'il a pile le nombre de joueuses. Par contre, moi j'ai essayé de faire gaffe à... Je considère le cycle menstruel comme un warning et on va dire qu'ici dans le questionnaire il y a d'autres warnings de la fatigue, du sommeil, des choses comme ça. Là pour moi 2 ou 3 warnings ça peut être un signal d'alerte qui fait qu'il faut qu'on adapte quelque chose. Et moi ce que j'essaie de faire c'est que j'essaie d'adapter pas mal la partie muscu physique. On est à 2 jours d'un match, il y a 2 séances dans la journée, il y a la muscu le matin, le physique l'après-midi. Si je sens que la joueuse elle est un peu fatiguée, ça me gêne pas d'adapter la muscu du matin, soit en volume, c'est-à-dire on fait un peu moins de séries ou de répétitions, soit en intensité, on met un peu moins lourd pour éviter que cette séance-là génère trop de fatigue pour que la séance de l'après-midi se passe plutôt bien. Ouais, c'est un juste échange quoi, c'est intelligemment fait de la part du prépa, intelligemment fait de la part de la joueuse. Enfin, on est tous dans le même bateau, hein. Le but c'est pas de se mettre des bâtons dans les roues et de blesser la joueuse parce qu'il y a des vraies études qui ont été faites sur comme quoi les filles, en fonction de leur cycle, il y a de la laxité avec les ligaments, etc. Et c'est prouvé que pendant ton cycle menstruel, tu as plus de chances entre guillemets de te blesser. Ça dépend un petit peu aussi des moyens de contraception que tu peux prendre qui régulent en fait différemment les hormones, les réactions hormonales. Mais voilà, globalement, on sait que c'est une période à risque en tout cas pour les joueurs. Bon voilà, on a fait le tour des questions. Charles, merci de ta disponibilité. C'est l'homme le plus indisponible de France, donc là on a eu 15 minutes de son temps. Encore merci Charles pour tout le travail que tu fais. J'espère que tu as conscience que pendant la prépa physique, tu es l'homme le plus détesté de France. Je sais. Mais c'est pour notre bien, comme on l'a dit dans la vidéo. Encore merci. Je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo YouTube. À bientôt. Et on se dit à bientôt. Bye bye. Et super. Merci Nickel. Carlito. Pas de soucis.